Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés de la version 2026 du Power Pack Ferraillage pour Revit. L'idée de cette présentation sera de passer en revue les nouveautés principales qui ont été amenées dans cette nouvelle release. Quelques mots pour me présenter, je me prénomme Steven, donc je travaille chez Gretec depuis une dizaine d'années maintenant au sein du pôle recherche et développement. Je suis ingénieur ESTP de formation et j'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler chez différents éditeurs de logiciels dans la construction et aujourd'hui je travaille essentiellement autour du logiciel Revit, ses applicatifs armature et tout ce qui concerne les processus d'échange entre la maquette Revit et nos logiciels Gretec, notamment les logiciels Arch et Design pour le calcul de structure. Aujourd'hui, Gretec est un acteur international au sein des différents éditeurs de logiciels de la construction et du BIM, hein, basé aussi bien sur le continent nord-américain qu'européen. Et nous proposons donc des solutions logicielles et des offres d'accompagnement de services autour du BIM dans la construction et dans l'univers aussi du manufacturing. Aujourd'hui, la présentation sera centrée sur le Power Pack ferraillage, donc toutes les nouveautés qu'on a amenées sur cette version pour adresser cette problématique. Alors, les outils de ferraillage au sein de notre plugin Power Pack ne sont pas nouveaux. Je pense à pratiquement 10 ans. Peut-être 9 aujourd'hui que cette version est disponible. Elle est disponible dans 8 langues, donc elle est déjà largement diffusée un peu partout dans le monde, avec une base d'outils pluridisciplinaires dédiés à on va dire, augmenter la productivité des utilisateurs Revit au quotidien par des opérations diverses et des outils spécifiques qui sont liés vraiment à adresser la modélisation et la production de plans d'armature dans Revit. Aujourd'hui, la présentation, je vais l'articuler sur trois axes. Des nouveautés d'ordre général sur la plateforme, les nouveautés centrées sur la partie armature et également quelques nouveautés et améliorations qu'on a amenées par des nouvelles fonctionnalités pour corriger le modèle analytique dans Revit, ce modèle analytique qui permet de transférer la maquette vers un logiciel de calcul, notamment Arch ou Advanced Design, mais également d'autres logiciels de calcul. Première nouveauté, alors bien sûr la nouveauté de base c'est la compatibilité de notre Power Pack avec la version 2026 aujourd'hui. Un gros effort a été porté sur cette version sur la performance de l'application. Déjà sa vitesse de lancement, 3 à 4 fois plus rapide. Alors ces chiffres sont bien sûr des ordres de grandeur puisque beaucoup de paramètres peuvent intervenir sur la mesure de la vitesse, votre environnement IT, la vitesse de votre réseau, les antivirus, les caractéristiques techniques de votre machine, carte graphique, RAM et autres. Mais globalement, ce sont des moyennes qu'on a pu noter lorsqu'on a mesuré ça en interne sur différents postes. Le démarrage de l'application par tout un tas de processus d'optimisation du code voilà, va se lancer plus vite. Les actions utilisateurs, ce que j'appelle actions utilisateurs, c'est toutes les opérations comme copier un mur lourdement armé d'un étage à l'autre, d'une zone à l'autre du bâtiment, le symétriser, sélectionner plusieurs objets, en faire des rotations, naviguer sur la maquette. Toutes ces opérations du quotidien lorsqu'on fait de la modélisation sur Revit vont être de l'ordre de 10 à 15 fois plus rapides. Et également les opérations d'export. On sait tous que dans n'importe quel logiciel, lorsqu'on exporte des données d'un logiciel à un autre, il y a un post-traitement. Enfin, il y a un traitement voilà, des données qui est fait. Hein. C'est valable dans notre composant BIM Connect qui permet d'exporter la maquette Revit vers Arch ou Advanced Design. Cet export aujourd'hui sera 2 fois plus rapide sur des maquettes. Donc ces trois axes-là va faire qu'au quotidien, le Power Pack va être beaucoup plus réactif et ça va se traduire par plus voilà, de performance pour vous, plus de vitesse, plus de confort dans l'utilisation de l'application. Nouveauté également sur l'interface, c'est une optimisation là aussi pour permettre d'accéder aux commandes plus rapidement. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous installiez le Power Pack, vous aviez deux onglets dans l'interface, un onglet Power Pack Detailing et un onglet Power Pack Design avec un certain nombre d'outils, un jeu d'outils. Aujourd'hui, on a rationalisé cette interface que je vais vous présenter, hein, bien sûr.
Tout a été regroupé dans un seul et même onglet dans Revit. Donc si vous utilisez effectivement plusieurs add-ons différents, ça va vous permettre d'optimiser hein, quand même le nombre d'onglets que vous aurez sur l'interface Revit, d'accéder aux commandes plus rapidement, il n'y a pas besoin de naviguer d'un onglet à l'autre, tout est centralisé et tout sera disponible aujourd'hui dans le même onglet, aussi bien les outils du Power Pack liés à la modélisation des armatures que la partie calcul. Nouveauté également sur les armatures. Alors, je vais également faire une présentation en live hein, sur certains maquettes pour vous montrer vraiment et mieux illustrer ces nouveautés et leurs impacts. Des nouveautés sur les contraintes d'armature. Aujourd'hui, on sait générer des caches d'armature rapidement sur des éléments structurels standards avec notre Power Pack, poutre, poteau, semelle notamment et voile. Aujourd'hui, lorsque vous allez changer les dimensions de ces éléments, vous allez voir que les armatures vont mieux se comporter avec une meilleure prise en compte des espacements et des enrobages pour avoir on va dire un comportement qui soit plus cohérent. Je vous propose de passer sur Revit pour voir l'impact et le fonctionnement de cette nouveauté. Nous voici donc sur Revit sur ce modèle. Je vais par exemple travailler ici sur ces semelles que je vais sélectionner, lancer l'outil de disposition constructive qui a donc été amélioré pour mieux prendre en compte les enrobages, les espacements et les contraintes d'armature. Donc là vous voyez qu'on a très rapidement généré des caches d'armature sur ces éléments en 3D. Si je viens maintenant modifier la section de coffrage, on va avoir une modification, vous voyez, des armatures qui va être plus cohérente. Voilà, en conservant les espacements, en conservant les enrobages. Donc on a amélioré notre outil de génération de caches d'armature pour pouvoir mieux prendre en compte les contraintes de Revit. Ce type de modification, vous allez pouvoir les utiliser et en bénéficier sur différentes catégories d'objets. Là, je l'ai montré sur les semelles, c'est valable aussi sur les poteaux, sur les ouvertures de trémies également. Donc là, par exemple, je viens de sélectionner plusieurs poteaux d'une section de 30 par 35. Je vais les passer en 40 par 50, par exemple, et on va voir que automatiquement, voilà, les cadres, le positionnement des aciers longitudinaux ont suivi conformément voilà, la modification de la section. Donc là, on va avoir une amélioration de l'outil disposition constructive dans cette nouvelle version avec ces contraintes adaptatives qui ont été améliorées dans les modifications de coffrage du Power Pack. Autre nouveauté, donc pour ça on va repasser sur le PowerPoint. Voilà qui est fait. Et une nouveauté qui a été amenée sur les coupes types. Comme vous le savez probablement, le Power Pack propose un outil de coupe type où on va pouvoir en fait armer une coupe et obtenir les quantités sans avoir à modéliser tous les aciers dans le modèle. On va pour ça juste tracer une ligne de distribution et en fonction de la longueur de cette ligne, le logiciel va calculer des quantités sous la forme d'un paramètre partagé qu'on pourra utiliser pour obtenir des nomenclatures. Aujourd'hui, on a dans cette version 2026 revu 3 points, l'ajustement du panneau, les calculs de quantité et également la longueur de distribution qui peut être saisie manuellement, on n'a plus besoin de la tracer. Alors d'ailleurs, certaines nouveautés sont également, on les a également propagées, on pourrait dire ça comme ça, dans la version 2025, puisque le Power Pack 2026 est compatible pour Revit 2026, mais si vous utilisez Revit 2025, il y a certaines des nouveautés que je présente qui sont, on va dire, d'ailleurs la plupart, mis à part certaines comme les contraintes adaptatives, qui seront aussi proposées en version 2025. C'est le cas des coupes types. On va passer sur Revit. Ok, donc nous voici donc sur Revit. Donc là, on va partir sur ce modèle et cette coupe type qui a été armée avec des armatures classiques hein, dans Revit. On voit que l'armature n'a pas été distribuée, hein, il y a une seule barre seulement dans ce modèle. Et le principe de la coupe type, c'est de pouvoir dire que cette coupe, on va la distribuer sur un linéaire, donc sur un chemin, sur un parcours qu'on va pouvoir tracer par l'outil d'armature hybride qui est l'armature de coupe type. C'est-à-dire qu'on ne va pas modéliser en 3D tous les aciers de cette semelle filante qui sont orientés d'ailleurs différemment. Donc là on voit sur le panneau de répartition qu'on a une quantité de 0, donc on va utiliser l'outil détail 2D, donc ça c'est un rappel, hein, ça c'est l'outil qui existe déjà dans le Power Pack qui va permettre de venir tracer des segments
de lignes. Après, on peut venir les chaîner hein, également, un peu à l'image d'une polyligne. Hein. C'est simplement une option de tracé hein, que vous avez dans la partie supérieure pour pouvoir ici tracer, voilà, vous voyez, vraiment une polyligne. Dans le panneau de contrôle sur la partie droite, on va voir que le logiciel réactualise la quantité totale de linéaire, donc 35 mètres ici, virgule quelque chose. Et cette longueur va être prise en compte dans un calcul de paramètres partagés G point, comme Gretek, ici, quantité, 118. Donc là, on a 118 barres transversales dans le modèle, puisque le logiciel a tenu compte d'un espacement et d'une longueur pour pouvoir en déduire la quantité, sans avoir eu à modéliser toutes ces barres dans les semelles. Alors, je vais revenir en arrière pour voilà, simplement annuler cette opération de saisie et vous montrer donc une nouveauté maintenant pour obtenir les quantités dans cette version 2026 sans avoir à tracer ces lignes de distribution. Désormais, dans le panneau de contrôle de cette coupe type, non plus dans les détails 2D qui permettent de tracer un linéaire, mais vraiment en cliquant sur le nom de la coupe, donc par exemple ici coupe semelle filante, on va pouvoir changer le mode et dire qu'il s'agit d'une longueur totale fixe, et je vais ici saisir manuellement ma valeur, si j'ai des codes sur mon plan et que j'ai fait le calcul du linéaire, ou voilà, si je veux simplement manuellement mettre une valeur, donc là si je mets 35 mètres, tout rond, hop, je reclique sur la barre, et qu'est-ce qu'on va obtenir? 118, donc on retombe sur la quantité précédente. Si maintenant je veux dire que cette semelle filante j'en ai sur 45 mètres, directement voilà, la quantité ici réactualisée en passant à 151 barres transversales le long de cette distribution. Donc désormais on n'a plus besoin voilà, de tracer la barre, c'est toujours possible, mais on peut aussi, pour des raisons de rapidité, de productivité, introduire directement une valeur dans le champ. Alors, on peut aussi, de la même façon, hein, bon ça c'est un rappel, mais les barres longitudinales sont aussi calculées, hein, donc là on en a 21 qui sont placées parce que dans les caractéristiques des barres longitudinales de cette coupe type, voilà, on voit qu'on a un recouvrement qui a été mis, une longueur de barre maximale, et en fonction de ça, le logiciel recalcule également les quantités. Hein, idem sur les aciers transversaux, là ici on a un espacement de 30 qui a été mis, d'où le calcul qui a été fait pour obtenir voilà, ces valeurs sur la base du façonnage et du linéaire global. Voilà. Voilà pour cette nouveauté sur les coupes types. On a également d'autres points. Donc là, on a pu le voir ici, hein, ces séparateurs, propriétés, répartition, quantité hybride qui ont été mis hein, pour obtenir plus de lisibilité sur le panneau et de contrôle des armatures de coupe type. Et on va pouvoir passer à la nouveauté suivante concernant les treillis soudés. Alors nous aussi de nouveau sur la présentation générale pour aborder les nouveautés concernant les treillis soudés. Alors déjà quelques améliorations, notamment sur l'outil de suppression d'armature qui existe dans le Power Pack, qui permet de cliquer simplement sur un objet et de supprimer toutes les armatures à l'intérieur. Pas besoin d'utiliser des filtres Revit, c'est plus graphique, c'est plus rapide. Cet outil-là, on l'a étendu également aux treillis soudés, notamment pour les dalles, ce qui permet de supprimer tous les TS d'une dalle ou d'un plancher par sélection, mais également de supprimer l'étiquette associée. Et ça, c'est intéressant pour ne pas avoir sur le plan une information qui ne correspond pas au modèle. Des améliorations ont été amenées également sur la commande de ferriage par rive et par appui, pour pouvoir choisir la direction dans laquelle on positionne ces panneaux de tri soudés. Également choisir le point de départ de la distribution. Ça, c'est important aussi également pour pouvoir contrôler où vous souhaitez placer votre chute de panneaux, hein, le long d'une ligne par exemple, et également quelques outils pour étiqueter automatiquement les distributions de panneaux dans une zone. Le PowerPack propose deux types de représentation de panneaux. La représentation que vous voyez ici, qui est une représentation simplifiée avec voilà, le sens porteur et le trait voilà, qui est indiqué. On a un trait fin, un trait pointillé, une étiquette et le sens de recouvrement. Donc ça, là, on a une représentation qui est simplifiée. Mais on peut également avoir une représentation détaillée, traditionnelle, où vous savez, vous avez tout le panneau avec la diagonale. Sur ce type de représentation traditionnelle, qui est utilisé par certains clients encore, certains bureaux d'études structure, on a mis en place des repérages automatiques pour faciliter la représentation. Je vous propose qu'on passe sur Revit pour pouvoir illustrer ces nouveautés.
Très bien, donc on va pouvoir travailler par exemple sur ce modèle. Donc pour la mise en place des panneaux, en effet, le Power Pack propose deux outils hein, qui étaient déjà présents mais qui ont été améliorés. Donc l'outil de ferrage automatique par sélection de plancher et l'outil de rive et surappui. L'outil par sélection de zone, c'est ce que je disais à l'instant, il permet d'offrir deux types de représentation. La représentation traditionnelle avec les diagonales de panneaux et tous les panneaux représentés, ou la représentation simplifiée. Donc là, par exemple, je clique sur une zone, j'indique un sens porteur, je valide, et là, je vais avoir directement ici, voilà, une étiquette qui a été placée. Voilà, donc je peux manipuler ensuite, voilà, la représentation. Donc vous voyez que ça c'est très rapide. Aujourd'hui, on a une commande qui s'appelle supprimer barre d'armature, qui a été étendue dans cette version 2026, qui va permettre de sélectionner un plancher. Vous voyez, simplement, vous validez par entrée et tous les treillis ont été supprimés, mais également l'étiquette. Donc je vais reprendre l'opération. On le voit hein, d'ailleurs. Donc là, je commence par sélectionner l'étiquette. Dès que j'appuie sur entrée, on voit les treillis ici, qui sont des treillis Revit. Hein, c'est vraiment de l'objet Revit. Dès que je vais pouvoir valider en fait cette suppression, voilà, automatiquement l'étiquette aussi associée va être supprimée. Donc ça va permettre également, c'est une opération du quotidien, hein, supprimer des objets, d'être plus rapide sans avoir à recourir à des opérations du style, bon bah voilà, d'abord je sélectionne mon remplissage, ensuite je sélectionne les étiquettes. Ah, les treillis sont encore là, donc je vais faire un lasso, prendre par exemple des filtres ici et supprimer. Non, il n'y a pas besoin de faire tout ça, vous prenez notre outil directement, vous cliquez sur un plancher, vous appuyez deux fois sur entrée, c'est terminé. Et de la même façon, vous allez pouvoir régénérer très rapidement voilà, du ferraillage dans une zone avec notre Power Pack ici, simplement en cliquant sur une zone et en indiquant un sens de distribution, donc un sens porteur, et directement vous avez l'application qui va être faite. Donc autre nouveauté, je vais quitter ce modèle. On va travailler par exemple sur celui-ci, sur la représentation des panneaux. Comme vous avez pu le voir sur cette commande de ferrage automatique par sélection de plancher, on peut avoir une représentation simplifiée, mais on peut aussi avoir une représentation traditionnelle, c'est-à-dire celle où on met vraiment le symbole de panneau et l'étiquette. Donc là, on va pouvoir choisir ici une étiquette personnalisée. C'est la nouveauté, ce sont ces deux options qui permettent de choisir le symbole et la zone. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on va sélectionner, comme ici, un plancher en indiquant une zone, on va avoir directement, vous voyez, ce type de représentation. Donc la mise en place du panneau Revit, hein, ça j'insiste dessus, sont vraiment des objets Revit qu'on utilise sur le Power Pack, ce qui permet de les étiqueter, de les compter dans des nomenclatures. Et vous voyez qu'on a l'étiquette qui a été mise automatiquement. Donc là on vient accélérer avec notre Power Pack des opérations que Revit fait de façon manuelle aujourd'hui. Donc là je sélectionne une zone, je sélectionne un sens porteur, directement j'ai la mise en place des panneaux, de la diagonale et de l'étiquette qui est associé. Donc là, on a aussi complété, on en propose deux types de représentation. Vous voyez, la représentation simplifiée et cette représentation plus traditionnelle. Alors, je suis pas rentré dans les réglages, mais on peut choisir le recouvrement entre les panneaux. Tout ça, c'est des petits réglages, mais vous voyez qu'on peut très rapidement distribuer des panneaux dans une zone. Donc, je vais passer maintenant ici dans la partie nappe supérieure, voilà ici pour armer les chapeaux, puisqu'on on a amélioré aussi quelques points sur cet outil qu'on a appelé nous ferraillage sur rive et sur appui. Hein, ça correspond aussi également à ce qu'on appelle les chapeaux de façon plus courante. Donc concernant les appuis, je vais choisir ici le mode par ligne. On va sélectionner ici un type voilà de panneaux. On va pouvoir soit cliquer sur un objet, soit tracer une ligne. Donc là, je vais indiquer que je souhaite armer ici le long de cette poutre et de positionner un chapeau. Donc je vais positionner cette ligne. Hop, je vais la tracer. Alors, c'est vrai que là, j'ai mis une longueur un petit peu importante. On va peut-être mettre, voilà, je vais mettre 1 mètre. Voilà, je vais sélectionner ce plancher. Je vais m'appuyer sur cet axe. Donc je vais saisir la ligne de bas en haut, ce qui va permettre ici, vous voyez, de positionner la chute sur la partie supérieure. Je vais revenir en arrière, si je reprends cette commande, donc on va remettre une distance de 1 mètre ici. Cette fois-ci, si je le sélectionne de haut
en bas, on voit que le positionnement ici de la chute a été modifié. Donc là, on va pouvoir choisir également le sens de départ de la distribution pour maîtriser, on va dire, la chute. Autre point, également sur les ferraillages par rive, on va choisir en sélectionnant une rive de dalle ici, on peut choisir la direction la direction. C'est-à-dire que l'orientation du panneau, elle peut être soit perpendiculaire ou parallèle au bord. Par défaut, on va avoir, vous voyez, quand je sélectionne, on va avoir ce type de distribution, donc perpendiculaire. Je vais passer simplement pour vous montrer, même si là c'est pas forcément la disposition constructive qui serait adaptée, mais pour montrer graphiquement ce à quoi ça correspond, je vais passer en mode parallèle, ici en sélectionnant la dalle. Donc là vous voyez ici le panneau a été mis parallèlement à l'arête de la dalle. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait fait de façon constructive ici. Donc là, je vais me rester en mode perpendiculaire, qui reste quand même hein, la configuration par défaut, mais selon les cas, vous allez pouvoir choisir donc où positionner votre chute et comment orienter votre panneau par rapport à la rive de dalle. Donc là, vous voyez que c'est une opération qui va être un outil qui va être assez rapide sur voilà, le ferraillage des chapeaux dans une zone. Et on peut bien sûr après manipuler hein, voilà, les éléments, les ajuster. Bon, tout ça après, ça reste des outils Revit. Et le Power Pack vient, vous voyez, accélérer cette partie. Voilà pour ce qui concerne les panneaux. Et je vous propose qu'on continue la présentation sur, donc ça s'agissait du deuxième axe, donc du ferraillage des armatures, et qu'on passe sur la partie modèle analytique. Alors, première nouveauté qui a été apportée sur la gestion du modèle analytique dans cette nouvelle version, une amélioration sur l'outil de contrôle analytique. C'est un outil qui existait déjà dans le Power Pack et qui permettait, comme on peut le voir sur l'image, d'afficher des petites sphères à chaque fois qu'il y avait des problèmes de continuité détectés dans le modèle analytique. Voilà, des deux éléments linéaires avec une certaine tolérance qui ne se touchent pas. Voilà, donc on peut détecter ces erreurs. Donc il y a une amélioration de cette commande aujourd'hui avec des outils de filtre et de visibilité qui ont été associés à une notion de suivi. On va pouvoir, dans cette version 2026, sélectionner une des révisions détectées automatiquement par l'outil et de la qualifier par un statut. Est-ce que c'est une nouvelle erreur détectée? Est-ce qu'elle a été approuvée? Est-ce qu'elle est à réviser? Est-ce qu'elle est à ignorer tout simplement pour aider les ingénieurs à mieux traiter l'ensemble des incohérences qui pourraient être trouvées par cet outil sur le modèle analytique. Je vous propose de voir ça en application sur un petit modèle. Voilà, donc on va pouvoir par exemple travailler sur cette maquette. Hein. C'est didactique pour pouvoir présenter les grandes lignes de l'outil. On a un modèle analytique ici qui a été généré, soit à l'aide des outils qu'on retrouve dans le Power Pack, créer un modèle analytique, l'automatiser. On peut aussi obtenir des résultats proches en utilisant des scripts Dynamo proposés par Revit dans sa version de base. On va ici se concentrer sur l'outil de contrôle analytique qui a été amélioré. Donc je vais le lancer, hein, donc on va exécuter l'outil. Voilà, donc là la fenêtre vient d'apparaître sur l'écran. On a différentes règles, on a une distance de tolérance ici qui a été mise à 30 cm qu'on peut bien sûr ajuster. On va exécuter l'outil et voici ici des erreurs qui ont été détectés voilà, par l'outil. Si on vient zoomer ou isoler ces éléments, ce sont des problèmes vraisemblablement de continuité sur le modèle. Donc là, de la même façon, on peut voir hein, ici, en utilisant désormais les filtres également. Ça aussi, c'est une nouveauté de la version. Donc cette partie suivi de statut, je vais pouvoir
qualifier chaque erreur qui a été détectée dans cette maquette pour pouvoir dire, par exemple, ça c'est en effet des éléments actifs, ça c'est des éléments, voilà, c'est un élément actif, ça ce clash là c'est un élément qui a été approuvé, ça c'est un élément qui a été révisé, et on va pouvoir, comme vous pouvez le visualiser à l'écran, activer des filtres qui vont permettre à l'utilisateur de mieux visualiser les points sur lesquels l'ingénieur souhaite travailler pour pouvoir corriger son modèle. Donc là, ici, par exemple, voilà, on a une erreur, voilà, qu'on va pouvoir visualiser. C'est voilà, un problème d'alignement. Je vais prendre l'outil aligner. Tac, on va corriger cette erreur. Voilà. Je vais relancer ici l'outil de contrôle. Hop, et on peut voir en effet qu'ici, maintenant, il n'y a plus de sphère sur cette zone qui a été traitée, et mon tableau de révision s'est réactualisé. Donc ces outils, donc là pareil, on voit, hein, si je veux voir par exemple que les éléments qui ont été approuvés, les masquer, corriger ces éléments. Là par exemple, on peut considérer ici que c'est une excentricité par exemple qui est mineure et qu'on souhaite la laisser telle que. Bon, ça c'est après vraiment, voilà, on souhaite la réactiver, et donc là l'utilisateur va pouvoir réintervenir sur ce nœud, ou prendre ce point et l'ajuster par rapport à une base. Donc on va pouvoir vraiment lancer voilà, des exécutions, des opérations de contrôle sur la maquette, et vous voyez réactualiser ici le nombre de points marquant des erreurs sur le modèle. Donc cette version 2026 propose une version améliorée du contrôle analytique de par, voilà, ces options, et cette notion de suivi et de filtre d'affichage dans la visualisation pour mieux aider à traiter, à nettoyer progressivement le modèle analytique dans votre maquette. Il y a d'autres points également qui ont été améliorés sur la version 2026 concernant le modèle analytique. Je vous propose qu'on les voit ensemble. Alors, deux opérations de manipulation plutôt géométrique du modèle analytique, un outil de magnétisation des sols sur les voiles extérieures. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple, alors la commande est vraiment très très simple à utiliser. Donc là, on l'illustre sur un modèle très didactique pour que vous compreniez le principe. L'idée, c'est lorsqu'on a une dalle analytique qui n'est pas connectée aux voiles extérieures, on va sélectionner simplement la dalle, et l'outil, avec une tolérance, va détecter les voiles périphériques pour obtenir un modèle continu, comme on peut le voir sur l'image de droite. Dans la même lignée d'outils, hein, toujours concernant les planchers, l'outil de magnétisation des niveaux va permettre, lorsqu'on a un petit décalage entre les têtes de voile et un sol analytique, de pouvoir réaligner l'ensemble automatiquement, pareil, via une distance et une tolérance qu'on va indiquer dans les options. Alors pour les besoins de la présentation, je vais ici lancer, voilà, une petite vidéo pour pouvoir illustrer l'outil sur un modèle très simple. Donc là on peut le voir d'ailleurs, hein, ces sols analytiques de couleur sombres ne sont pas connectés au voile extérieur, donc on a une tolérance qu'on va pouvoir indiquer dans les options. On sélectionne le plancher, on valide, et automatiquement voilà, on va avoir une connexion qui va se refaire entre les voiles périphériques et la dalle et le sol analytique, pardon. On peut lancer cette opération là sur plusieurs éléments différents. Vous voyez, là on l'a lancé sur plusieurs niveaux en un seul coup, et on a reconnecté des planchers sur les sols extérieurs. Autre point également que j'avais évoqué que je vais évoquer sur cette seconde vidéo, c'est l'alignement des sols analytiques sur les têtes de voile supérieures, ou de réaligner tout simplement des sols qui peuvent être décalés par rapport au niveau. Donc là on a une nouvelle commande dans le PowerPack qui s'appelle magnétiser au niveau Revit. Donc on indique là encore une fois une tolérance, on va lancer l'outil de magnétisation, on sélectionne, vous voyez, un sol analytique, et automatiquement il va venir détecter le niveau le plus proche pour pouvoir réaligner des sols analytiques.
Oui. Donc là aussi, on avait déjà l'outil de magnétisation sur fil qui existe dans le Power Pack. Là, il s'agit de, voilà, d'un outil de magnétisation des niveaux, donc plus approprié pour corriger les sols. Donc on a deux outils complémentaires dans cette version 2026 pour mieux corriger les sols analytiques, l'outil de magnétisation sur niveau et l'outil de magnétisation des sols pour reconnecter les sols au voile périphérique. Autre point, dernier point de cette présentation concernant les processus d'export entre les maquettes Revit et les logiciels de calcul, notamment Arch et Advanced Design. On a rajouté ici deux options, alors qui étaient déjà disponibles dans le passé, mais qu'on a améliorées, notamment sur le traitement des fondations. Alors, quelle est la problématique? C'est que les fondations dans Revit sont un peu particulières. Lorsqu'on met une fondation, une famille de semelles dans Revit pour modéliser une fondation, elle ne vient pas automatiquement avec un modèle analytique. C'est-à-dire que c'est pas considéré automatiquement comme un appui. Contrairement à lorsqu'on dessine une poutre, bon, bah, dans Revit, si vous faites créer un modèle analytique de cette poutre, automatiquement vous allez avoir une fibre moyenne qui va être faite, mais il n'est pas possible de créer un modèle analytique à partir d'une semelle Revit, ce qui peut poser des problèmes de processus d'export entre Revit et les logiciels de calcul. Donc là, ces options vont permettre de convertir, lorsque vous avez une famille Revit de semelles isolées qui est placée dans votre maquette, vous allez vraiment pouvoir choisir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez les exporter ou non? Donc, est-ce que vous préférez ne pas les exporter parce que vous allez mettre des appuis encastrés, libres ou autres par vous-même dans le modèle analytique dans Arch ou dans Advanced Design? Vous pouvez choisir de les transformer automatiquement en un appui. Donc ça va être configurable. Il y a différentes options. Alors c'est un peu technique, c'est pour ça que là j'ai mis des informations sur une slide qui est sur un modèle qui est un peu simple. Si on regarde le modèle physique présenté sur cette slide, donc on voit on a deux murs, quatre poteaux, on a une semelle filante, des semelles isolées qui ont été placées. Par contre, tous les éléments n'ont pas de modèle analytique. Dans Revit, on voit par exemple que ce mur, parce que ça pourrait être un mur non porteur, hein, par exemple, voilà, n'a pas de modèle analytique et comme ça a été évoqué, ben les semelles dans Revit ne créent pas d'appui automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on veut exporter dans Arch ou dans Advanced Design? Donc là en fonction, alors je vais peut-être pas tout décrire, mais il y a plusieurs combinaisons. On va pouvoir choisir d'exporter par exemple le voile porteur aussi et le non porteur avec les appuis. On peut choisir d'exporter uniquement les appuis mais sans les éléments analytiques, donc sans par exemple les éléments non porteurs. On peut choisir de ne pas exporter les éléments non porteurs et les appuis et de garder que les éléments non porteurs sans les appuis. Donc vous allez pouvoir, en fonction des combinaisons souhaitées, de la configuration souhaitée, jouer sur ces options pour obtenir vraiment la configuration que vous voulez. Alors pour les besoins de rapidité, parce qu'il y a 4 scénarios, je vous propose cette vidéo qui a été un petit peu accélérée pour pouvoir illustrer voilà en une minute les différents scénarios possibles. Donc on a le modèle, on a les deux options avec ce qui nous permettent soit d'exporter les éléments avec ou sans éléments analytiques et d'exporter les fondations oui ou non. Donc premier scénario, on va exporter que les éléments disposant d'un modèle analytique. Donc on peut choisir si on le fait dans Arch ou dans Advanced Design. C'est exactement la même chose, hein, le résultat serait le même. Donc là, on voit, on n'exporte que les éléments avec un modèle analytique. Les semelles Revit n'ayant pas de modèle analytique, bon, on ne récupère pas d'appui analytique dans le logiciel de calcul. Deuxième configuration, on choisit là par exemple d'exporter les fondations et le modèle analytique. Et là, on voit automatiquement les appuis sur la semelle isolée et la semelle continue ont été rajoutés. Mais l'élément non porteur, lui, n'a pas été transféré dans le logiciel de calcul. Autre option, encore, troisième scénario, on choisit d'exporter tous les éléments physiques du modèle, porteurs et non porteurs, avec les appuis. Vous voyez, donc là, on obtient le résultat. Donc le mur et le voile béton ont été transférés, mais on a également les appuis de la semelle isolée et de la semelle continue. Et on peut choisir aussi, en décochant voilà, l'ensemble des cases, d'exporter uniquement la maquette physique, voilà, sans les appuis. Voilà. Donc
quelle que soit la configuration que vous souhaitez, ces deux options vont vous permettre d'exporter vraiment le modèle que vous souhaitez dans votre logiciel de calcul pour pouvoir procéder à l'analyse structurelle. Voilà qui termine cette présentation des nouveautés principales de la version 2026. Il y a évidemment d'autres améliorations qui ont été mises voilà, qui seront décrites plus en détail dans le document du What's New. Là, il s'agit vraiment des nouveautés les plus impactantes dans votre quotidien, dans l'utilisation du produit. Je vous remercie pour votre attention sur cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez voilà, des questions sur l'usage ou sur les possibilités du Power Pack. On se fera un plaisir de vous renseigner sur ce plugin. Je reste à disposition si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre attention sur cette présentation. À très bientôt.